Oui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je regardais la thématique, c'était assez intéressant. C'est transition ou révolution. Et dans notre monde, en ce moment, ce qui est en train de se passer, ce sont des révolutions successives. Et en termes de technologie, d'habitude, on avait l'introduction d'une nouvelle technologie. Elle prenait quelques années, quelques dizaines d'années à démarrer d'un coin du globe et à être diffusée sur la planète. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des révolutions qui deviennent planétaires, avec un impact planétaire qui se fait en quelques mois. Et les révolutions se succèdent, donc nous n'avons pas le temps, en termes d'organisation, en termes de ressources, en termes de compréhension, de comprendre l'impact de ces nouvelles technologies qui se succèdent, à part certains qui en prennent des composantes et qui nous disruptent. Et donc nous sommes tous en train de regarder, est-ce que nous sommes finalement un acteur ou une victime de ces révolutions qui nous arrivent. Et les révolutions, vous en connaissez plein. Une qui arrive à grands pas, c'est l'impression 3D, d'autres, les blockchains, etc. Et une qui nous préoccupe, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et le titre, c'est Mythe ou réalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une technologie du futur ou est-ce que c'est une technologie qui, aujourd'hui déjà, est en production et commence à être introduite. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, je voudrais revenir un peu sur une des révolutions qui est en train de nous préoccuper, qui est finalement la transformation digitale. On parle tous de transformation digitale, on parle tous qu'il faut y aller, il y a beaucoup qui développent des applications, etc. Certains pensent d'ailleurs que la transformation digitale, c'est une destination. Et nous, on est convaincus que c'est juste un point dans un chemin. Et qu'au passage, quand on regarde la transformation digitale, qu'est-ce que l'on a ? On a deux sous-jacents. On a le premier qui est clair, c'est l'expérience client. Et tout à l'heure, j'entendais parler process et erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a fait la performance de nos entreprises, généralement, c'est bien évidemment, il y a une idée, il y a de l'entrepreneuriat, et puis derrière, on a optimisé au maximum les processus de l'entreprise. Et l'informatique a permis, pendant 40 ans, d'optimiser les processus de l'entreprise. La révolution digitale, elle tourne finalement une culture de produits. Je fabrique des produits, je les exporte, etc. Et puis maintenant, quand on essaye de penser client et expérience client, on voit que, par exemple, l'informatique a du mal à passer parce qu'on l'a bâti autour des produits. Et donc, l'expérience digitale, au-delà des technologies, c'est un change, c'est une mutation de prisme. Le prisme, c'est ce client, c'est son parcours, et comment est-ce qu'on aligne le parcours des clients avec le parcours de nos collaborateurs. Le deuxième sous-jacent de la transformation digitale, c'est qu'elle a besoin de sang, elle a besoin d'énergie, et elle produit de l'énergie, et cette énergie, elle s'appelle la donnée. On en a parlé tout à l'heure, et cette donnée est en train de transformer massivement les écosystèmes et massivement nos entreprises. Alors des données, on en a tous. Vous en avez produit pendant 40 ans, il y a de plus en plus de données qui est accessible, mais ce qui est en train de s'opérer sur le terrain aujourd'hui, c'est la guerre à la donnée, et qu'est-ce que je fais de cette donnée ? Quelques exemples. La voiture connectée. Tout le monde se bat pour être dans la voiture. Alors, vous pouvez aller les Google et les Apple, etc., qui essayent d'être dans le cockpit. Vous avez bien sûr les constructeurs qui essayent d'y être. Vous avez des constructeurs comme nous qui souhaitons aussi être dans la voiture connectée, la voiture autonome. Pourquoi est-ce qu'il y a une bataille autour de la voiture aujourd'hui ? Parce que c'est l'expérience qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cockpit. Par exemple, la donnée que la voiture a et qui est non utilisée. Vous avez un voyant qui s'allume, vous êtes en train de conduire, vous arrivez à Deauville, et pendant le trajet, vous avez un clignotant qui montre que votre pot d'échappement a un défaut. Qui est au courant que le pot d'échappement a un défaut ? Personne à part vous. Imaginez que la voiture soit connectée, qu'on sache qu'il y a un voyant qui est allumé, et que vous receviez de manière automatique sur le dashboard de la voiture le fait que vous avez tel et tel concessionnaire qui peuvent vous réparer ça en 1 heure pendant que vous faites votre intervention ici. Ça a de la valeur. Et aujourd'hui, ce n'est pas capturé. Pourquoi ? Parce que celui qui produit la voiture, et celui qui vend la voiture, et celui qui utilise la voiture sont des intermédiaires. Donc celui qui a produit la voiture ne sait même pas qui est le conducteur, puisqu'il y a eu un concessionnaire entre les deux. Donc comment je me rapproche de mon client, comment je sais ce qu'il fait, et quels sont les sujets que l'on peut développer. Bien sûr, il y a les assurances qui sont extrêmement intéressées par ça, et heureusement qu'il y a de la régulation, parce que finalement, en ayant des voitures connectées, des capteurs, pour connecter une voiture, c'est simple, il suffit de la conduire, puisque aujourd'hui, vous avez un téléphone qui permettrait à chacun de savoir à quelle vitesse vous conduisez. Alors, peut-être que ce n'est pas près à 5 km/h, mais
suffisamment pour savoir si vous roulez en 130 km/h en moyenne, à 150, et si vous êtes en dépassement de vitesse. On pourrait le faire. Le jour où les assureurs ont ça, cette donnée, votre mode de fonctionnement, même si aujourd'hui on a du pay-as-you-go, pay-as-you-drive, et vous donnez des motivations à bien conduire, par définition, on rentre même dans une nouvelle vision de l'assurance qui est, en principe, il y a un risque, ça devrait nous concerner, un d'entre nous ou une d'entre nous, malheureusement, et les autres sont là en solidarité pour payer, pour permettre, à partir du moment où vous êtes capable de segmenter au niveau de l'individu, que devient l'assurance. Mais on est sur ces sujets-là. Les avions, c'est la même chose. Les avions, aujourd'hui, c'est... on parlait tout à l'heure des crashs, et qu'est-ce qu'on apprend des crashs? Toute l'industrie de l'aéronautique est faite pour qu'il n'y ait pas de crash, et pour apprendre avant qu'il y ait des crashs. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, mais vous le savez, il y a beaucoup d'incidents. Sur un vol que vous considérez normal, il y a beaucoup d'incidents. Il y a beaucoup de données. Il y a plus de 2 Tera de données. Alors, 2 Tera, c'est un disque dur, quoi. C'est un gros disque dur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le transférer pendant que vous êtes en vol, mais il y a à peu près 2 Tera de données qui sont aujourd'hui générées par journée d'avion. Les moteurs que vous voyez ici, aujourd'hui, se vendent, et demain, ne vont plus se vendre, ils vont se louer à l'heure. Ils vont se louer à l'heure de vol. Et donc, la problématique, bien évidemment, c'est la sécurité, c'est la réduction des coûts de maintenance, de manière drastique, et puis c'est comprendre les signaux faibles pour être capable de comprendre ce qui se passe et de le réparer avant que ça tombe en panne, puisque l'objectif, c'est bien évidemment, c'est de sauver des vies humaines, mais c'est aussi de savoir où est-ce que vous allez réparer l'avion. Parce que vous ne réparez pas les trains d'atterrissage au même endroit que vous réparez les moteurs. Donc, si vous savez que dans 50 heures de vol, il va falloir changer le moteur, alors que c'était prévu dans 100 heures, ben vous allez affecter cet avion sur une ligne particulière pour que quand il fasse l'escale au bon endroit, il puisse être réparé. Ça s'appelle la maintenance prédictive et ça demande extrêmement de données. Qui possède la donnée, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est les compagnies aériennes? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le pilote? Est-ce que c'est celui qui fabrique le moteur? Ou est-ce que c'est celui qui a fait l'avionique autour? Ce sont des sujets encore très nébuleux, mais tout le monde dans l'avion, bien sûr, a besoin de ces données. J'ai mis de l'imagerie médicale. On parlait de la santé tout à l'heure. Assez intéressant parce que la santé nous concerne tous. De près, de loin, c'est juste une question de temps. Les démographies sont différentes, il y a des pays émergents, ils ont besoin d'accéder à la santé. En tout cas, ils ont les moyens d'y accéder et c'est extrêmement bien. Mais ce que la médecine génère, la plupart du temps, ce sont des données non structurées comme des images. Comment est-ce qu'on peut aider un médecin à traiter des maladies? Et donc, il faut avoir des données, il faut avoir un maximum de données. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient anonymisées, hein, puisque par définition, il faut le faire. Mais par exemple, pour prendre le cas d'IBM, l'année dernière, et je vous dirai pourquoi on est rentré dans la santé, on a racheté pour 8 milliards de dollars d'entreprises, 8 milliards de dollars d'entreprises qui ont des données de santé. D'habitude, on fait 6 milliards de recherche et développement, on achète 6 milliards d'entreprises, de logiciels, etc. L'année dernière, on a fait 6 milliards, plus 6 milliards, 8 milliards. Les entreprises qu'on a rachetées sont Trouven, Exploris et bien d'autres. On a 50 milliards de scanners. On a 350 millions de dossiers de patients uniques qui nous permettent d'avoir, sur 10 ans, tout ce qu'ils ont fait. Alors, ce n'est pas les noms, on ne les a pas, l'objectif n'est pas là. Mais imaginez que vous avez ces données et que vous y appliquez vos modèles, non pas pour avoir la donnée, mais vous y mettez vos modèles analytiques pour être capable de faire des corrélations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour être capable, parce qu'il y a des flux migratoires, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui sont bien évidemment différenciées en fonction de votre race et de votre origine et de votre génétique. Voilà, l'accès à la donnée est extrêmement importante. Donc sur la santé, tout le monde veut rentrer dans la santé. Les capteurs, bien évidemment, que vous avez donnent aussi des informations qu'il n'y avait pas. Tout le monde rentre dans la santé parce que c'est un véritable enjeu. Autre entreprise sur les données qu'on a rachetées, The Weather Channel Company. Je ne sais pas si vous la connaissez. La plupart du temps, vous ne la connaissez pas, comme chez IBM. Vous pensez qu'on a une super boîte de marketing. Ben non, pas du tout. Mais en fait, vous êtes tous clients et fournisseurs d'IBM. Vous avez un iPhone. Vous regardez la météo de temps en temps. Ouais, vous avez un petit carré en bas à gauche qui s'appelle Weather Company. Ben, ça appartient à IBM. Et si bientôt vous avez un Samsung, vous l'aurez aussi en préinstallé. Pourquoi est-ce qu'on a racheté cette entreprise? On a racheté cette entreprise parce que les données de météo sont aujourd'hui très peu utilisées dans les processus des entreprises. Très, très peu. Un exemple, la publicité se vend par créneau horaire. Elle ne se vend pas en fonction de la pluie ou du soleil dans une région déterminée. Or, si il y a de la pluie, plus de gens regardent la télé. C'est un exemple simple. Vous regardez dans le retail, vous regardez dans beaucoup de sujets, la météo est extrêmement importante.
Les compagnies aériennes utilisent par exemple le Weather Channel Company pour éviter les turbulences, pour savoir 150 km à l'avance où est la turbulence pour l'éviter. C'est IBM qui est derrière. Mais derrière la météo et l'enjeu business que nous avons, il n'y a qu'un sous-jacent, et le sous-jacent, c'est qu'il y a aujourd'hui, sur Weather Channel Company, 26 milliards de requêtes par jour, de par le monde. Alors ces 26 milliards de requêtes, c'est un gros data center, et c'est du machine-to-machine, parce qu'il y a des capteurs, et donc c'est les capteurs qui alimentent des centres informatiques. Or, toute notre Internet est basée sur un dialogue entre l'homme et la machine. Quand vous faites une recherche sur Internet, vous ne le faites pas tout le temps. Quand vous le faites, c'est lent. Vous avez une réponse qui est lente. Quand ce sont des machines qui parlent entre elles, un capteur avec un centre informatique, c'est des dizaines et des dizaines, c'est des flux qui sont extrêmement énormes. Et derrière, il y a l'Internet des objets qui est en train de se déployer de manière massive. Et aujourd'hui, il y a à peu près 15 milliards d'objets qui sont connectés. 15 milliards, c'est 2 fois plus que la population. Les calculs ne sont pas bons, mais c'est en tout cas plus que la population humaine. En 2020, tous les experts se disputent, est-ce qu'il y en aura 20, est-ce qu'il y en aura 50 ou est-ce qu'il y aura 80 milliards, mais ce qui est certain, c'est que l'Internet est devenu un Internet des machines et que nous sommes juste invités sur l'Internet. Donc il y a une explosion avec tous les capteurs que nous sommes en train de déployer à une vitesse massive. Toutes les startups sont avec des capteurs, par exemple. Tout ça, c'est alimenté. Vous avez une masse de données qui commence à devenir colossale. Donc prenez un peu vous avez des données aujourd'hui, vous les utilisez pas mal, et il y en a une tonne qui arrive. Qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez les manager? Le deuxième point, c'est que les données que nous avons, la plupart du temps dans nos systèmes d'information, sont des données structurées. Alors, c'est quoi une donnée structurée? Nicolas Sekaki, né le 12-04, blablabla. Ça, c'est une donnée structurée. Il y a toutes des industries qui se sont créées autour des bases de données. 80% des données existantes aujourd'hui sont non structurées. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée non structurée? Une radio est non structurée, un Twitter est quelque chose de non structuré, un manuel d'école est un document non structuré, un manuel de process est quelque chose de non structuré, Frequently Asked Question, un FAQ, est un document non structuré. Ce sont des mots, certes, mais la combinaison des mots a un sens et c'est du non structuré. Tout ce que nous sommes en train de produire aujourd'hui est de plus en plus non structuré. Comment est-ce que, donc, vous avez vu le nombre de vidéos qui pullulent sur les Facebook, etc., ou les interviews, comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe sur ces vidéos, qu'on en capture l'essence? Et pourtant, c'est ce que nous produisons aujourd'hui et c'est là où il y a la valeur. L'autre point, bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on passe d'une technologie qui est aujourd'hui un accès à l'information, c'est-à-dire vous posez une question, vous avez une réponse. Quand vous faites une recherche sur Internet, c'est une recherche par mots-clés. Et derrière, vous avez 10 pages de 10 réponses. Alors certaines sont triées par l'argent que les entreprises ont mis dessus pour être dans le premier classement, mais votre esprit humain est en train de le regarder pour transformer une information en connaissance. Comment est-ce qu'on peut transformer l'information en connaissance? Et c'est véritablement l'enjeu que l'on a ensemble. Et puis il y a le dernier point, bien évidemment, qui parle de données, qui parle de digitalisation, parle de sécurisation. Et c'est quelque chose qui va arriver aussi à grands pas, puisque vous avez vu tous les scandales qu'il y a, cybercriminalité, etc. Il y a un véritable sujet autour de la sécurité des données, sans parler de la propriété intellectuelle, etc. Donc les données sont exponentielles, elles sont nécessaires, c'est un véritable gisement, et c'est un véritable aujourd'hui différenciant. C'est-à-dire que quand en termes d'entreprise, avant on était sur le process, aujourd'hui il y a le process plus la gestion des données. Et ça c'est extrêmement important. Alors, quand on est face à cette masse de données, qu'est-ce qu'on fait? Soit on est noyé, soit on essaie d'avoir des outils qui peuvent nous aider. Et la vision d'IBM sur ce sujet-là, et de beaucoup, c'est que la machine est là pour aider l'homme. Ça doit être inclusif. Mais l'homme tout seul n'y arrivera pas. On peut pas, mathématiquement, on n'a pas le cerveau et les capacités ni la mémoire pour être capable de faire tout ce que l'on fait. Je vais vous donner des exemples. Donc, on a créé dans une entreprise très structurée, certains me penseraient qu'IBM est très process, et oui, on est très process. Mais on a créé le programme Watson. Je vais vous dire comment on a créé le programme Watson. C'était en 2006 et c'était nos chercheurs. Et on était à quelques années des centenaires d'IBM. Et alors, dans la recherche fondamentale, il y a 3 milliards de la recherche chez IBM qui n'est pas une recherche appliquée, qui est de la recherche fondamentale. C'est grosso modo, les chercheurs peuvent chercher ce qu'ils veulent. Et vous connaissez cette habitude aux États-Unis, ils sont derrière le bar, ils boivent leur bière, il y a du football américain, etc. Mais ils se réunissaient tout le temps à la même heure, à l'happy hour, et il y avait ce jeu qui s'appelle Jeopardy. Et ce jeu Jeopardy
c'est un peu question pour un champion en France, était tourné, et un jour ils se sont dit, mais finalement on a battu Kasparov aux échecs, est-ce qu'on pourrait gagner Jeopardy, est-ce qu'on pourrait gagner ces champions avec Jeopardy? Alors vous dites, passer des échecs à un jeu télé, est-ce que c'est véritablement un challenge? Et c'est un formidable challenge, parce que Kasparov, c'était quoi? Les jeux d'échecs, c'est quoi? C'est de la combinatoire. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le processus d'intelligence artificielle? On en parle depuis des dizaines d'années, hein, l'intelligence artificielle. Göring en parlait, Turing en parlait, pas Göring, heureusement. Turing en parlait. Göring aussi, il aimerait bien, mais Turing a défait Göring qu'avec ça. Turing en parlait depuis donc plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le programme Deep Blue? Il y avait des algorithmes, bien évidemment, d'intelligence artificielle. Donc il y avait de la programmation qui était importante, mais il y avait aussi une forte capacité informatique. Et Kasparov, en fait, on a gagné face à Kasparov parce qu'il a abandonné. Il a abandonné au moment où il a compris que plus il jouait contre la machine, plus la machine apprenait à le battre. Et il a dit, il faut que j'arrête de l'apprendre, parce que sinon la machine va devenir de manière systémique meilleure que moi. Le jeu de Go, c'est la même chose, hein, c'est Google qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Il y a la programmation, qui était une programmation basée sur de l'intelligence artificielle, mais c'est de la combinatoire. Il y a 20 ans d'écart. La loi de Moore nous a permis et permet de régler ce genre de problème. Dans le jeu Jeopardy, c'est différent. C'est que c'est une question qu'il faut comprendre et vous avez droit à une réponse. Au passage, si votre réponse est fausse, vous perdez de l'argent. Alors vous pensez tous aujourd'hui que la reconnaissance vocale, que c'est de la reconnaissance vocale. Beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est que quand les gens vous comprennent. Vous savez, vous parlez à la machine et elle vous comprend. Vous parlez à Siri, vous parlez à Cortana, vous parlez à Watson, et ça vous comprend. C'est une partie de... Mais juste pour vous dire où est-ce que nous en sommes et pourquoi il y a une avancée... Vous avez Siri, et il y a un test que... Alors, j'en ai parlé souvent, mais il fait assez rire, mais... supposez que à la sortie, vous voulez... votre amoureux ou votre amoureuse n'est pas là, et vous voulez lui envoyer un petit message. Et alors, vous ne voulez pas taper, vous parlez à votre machine. Et vous parlez à Siri, faites le test. Mais venez pas vous plaindre à moi quand vous l'avez fait, hein, parce que je vous aurais prévenu. Mais supposons que votre amoureux s'appelle Jean, que Jean est bien sûr sur votre répertoire, Jean Dupont, et madame, vous sortez et vous dites, Siri, dis à Jean Dupont que je l'aime. Truc sympa. Qu'est-ce que Jean Dupont va recevoir comme message? C'est vrai, je l'ai essayé, hein, enfin j'ai essayé avec moi-même. Quel message j'ai reçu? Je l'aime. Donc après, aller expliquer à Jean Dupont que je l'aime, c'était à lui que c'était adressé, puisque bien évidemment, la réponse qu'il aurait fallu envoyer, c'est « je t'aime ». Non, la seule chose que Siri a compris, c'est « dis à », donc c'est « j'envoie un message », et il a pris la phrase et il l'a collée. Voilà, donc le jeu là, qui est sorti finalement, qu'on a gagné en 2011, était vraiment de comprendre la sémantique. Donc Watson, les principes que nous avons mis à Watson, alors certaines autres intelligences artificielles sont un peu différentes, c'est plusieurs principes de base. La première, c'est langage naturel. C'était le premier moteur cognitif que nous avons fait. Je comprends les questions et j'y réponds. Extrêmement compliqué, mais on l'a fait. Le deuxième principe, c'est un système probabiliste. Parce qu'on pourrait très bien dire l'intelligence artificielle va nous donner la réponse. Et nous, on a décidé d'être probabiliste. C'est-à-dire qu'il va donner un pourcentage sur la réponse. Donc il va donner une réponse avec son pourcentage de chance, mais ce qui est extrêmement important, il va dire pourquoi il est arrivé à cette conclusion. Et ce pourquoi il est arrivé à cette conclusion fait partie du troisième principe, c'est si vous ne savez pas pourquoi c'est la bonne réponse, vous ne pouvez pas suivre le raisonnement, vous ne pouvez pas apprendre. Parce que s'il s'est trompé, et il se trompe, il a le droit à l'erreur, il ne ment pas, mais il se trompe, alors, parce qu'on va voir les évidences, mais avec ces évidences, ce n'est pas les bonnes. Donc ça permet à l'être humain de comprendre pourquoi la machine est arrivée à cette conclusion. Donc c'était les trois principes que nous avons. Depuis, nous avons développé 32 modules cognitifs. Hein. Alors, un module cognitif, c'est quoi? C'est question and answer, c'est speech to text, c'est je parle, c'est retranscrit, je parle, je reconnais une image, retrieve and rank, tone analyzer. Parce qu'on pense tous que l'intelligence artificielle ne comprend pas les émotions. C'est déjà faux. L'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de penser comme nous via l'émotion. Mais on est tout à fait capable de comprendre l'émotion. Je vous donnerai quelques exemples.
après. Les premiers qui ont frappé à la porte, c'était les médecins. Et franchement, on n'était pas très présent dans la santé. Vraiment pas présent dans la santé. Enfin, on vendait de la technologie, mais on n'avait pas la compétence sur la santé. Et les médecins sont venus nous voir en disant, c'était les cancérologues, en nous disant, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un docteur puisse ne pas se tromper dans le traitement, je ne suis pas sur le diagnostic, je suis sur le traitement, qui est la deuxième cause de maladie, il faut qu'un docteur lise en moyenne 150 heures par semaine pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour pouvoir adapter. Parce que quand vous êtes déterministe, vous dites c'est ça ce traitement qu'il faut. Quand vous dites je suis à 90%, c'est ce traitement, c'est très bien, sauf si vous êtes dans les 10%. Hein. Et donc Watson est capable de dire, tiens, si tu faisais tel et tel examen, parce qu'il y a tel et tel document, alors on saurait s'ils sont dans les 10% ou dans les 90%. Et donc ça permet d'aider le médecin à faire son diagnostic, mais surtout à préconiser le bon traitement en ayant fait les bons tests. Vous savez, c'est très génétique et c'est très particulier. On a créé une division qui s'appelait Watson Health. Aujourd'hui, elle pèse quelques milliards d'euros et c'est pour ça qu'on a acheté aussi des données, puisqu'on s'est rendu compte, finalement, en appliquant un modèle d'intelligence artificielle sur une masse de données avec des gens qui connaissaient leur sujet, on arrivait finalement à apporter énormément. On travaille maintenant avec Johnson & Johnson, les Mediatronics, etc. On est capable de les aider, par exemple, sur un asthmatique ou un diabétique, de prédire un peu à l'avance, avant que ça vous arrive la crise, et vous prévenir qu'il faut peut-être prendre un jus d'orange pour passer la crise. C'est ce genre de sujet que nous sommes en train de traiter aujourd'hui dans la médecine, et c'est pour ça qu'on est revenu sur la médecine. Autre exemple, les banques. Qui est allé dans son agence bancaire les 3 derniers mois? Alors, les entrepreneurs, vous avez pu y aller, mais même les entrepreneurs. Qui n'y est pas allé? La grande majorité. Pourquoi vous n'y étiez pas allé? Est-ce que vous y alliez il y a 10 ans, et maintenant vous n'y allez plus? Parce que vous êtes capable de tout faire via votre portable. Grosso modo, c'est ça. On a digitalisé les choses de base. J'ai besoin d'une carte de crédit, je veux faire un virement, etc. Vous le faites, vous le recevez, vous le faites avec votre portable. Qu'est-ce que vous retrouvez dans la banque? Pas grand-chose. Et c'est pour ça que nombre de banques aujourd'hui sont en train de fermer leur agence bancaire. Et puis, il y a des clients qui se sont dit, dont le Crédit Mutuel, ils sont publics, ils l'ont décidé, je parle de sujets en France, mais il y en a d'autres sur la planète, ils se sont dit, mais notre force, c'est le chargé de clientèle. Notre force, c'est notre présence. Ils ont 22 000 agences. Comment est-ce qu'on peut faire 2 choses, leur libérer du temps et les rendre plus efficaces sur certains sujets? Et donc, augmenter l'expérience client. Pas pour faire ce qu'on faisait avant et l'automatiser, mais pour faire les choses différemment. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples de ce que nous sommes en train de faire avec eux et qui est aujourd'hui en production. C'est-à-dire que nous sommes en train de le déployer dans toutes les agences du Crédit Mutuel. Ce soir, j'espère que ça ne va pas vous arriver, mais un de vos voisins, on va dire que c'est votre voisin ce soir, perd son portefeuille, ses téléphones portables. C'est-à-dire que moi, par exemple, je les ai laissés là-bas, j'espère que je vais les retrouver, je sais qu'ils sont en bonne main, mais vous rentrez à la maison, il est 2 h du matin, vous écrivez à votre banque en disant à votre conseiller « j'ai perdu ma carte bleue ». Watson lit tous les mails entrants. Ils en ont entre 300 et 600 000 par jour. Lit le mail, comprend qu'il y a une carte de crédit qui a été volée, est interconnecté au système, bloque la carte de crédit, en commande une nouvelle, prépare un mail au conseiller qui, le matin, à 9 h, quand il arrive, sait que M. Jean Dupont a perdu sa carte, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent n'a pas été utilisé, et peut rappeler son client en disant « votre carte a été bien arrêtée, en temps et en heure, il y a une opposition, la nouvelle arrive dans 1 semaine, ou dans 24 heures, etc. etc. » Vous voyez ce qu'on a fait là? On a traduit un drame en quelque chose qui est beaucoup plus positif. C'est un exemple clair, on en a une vingtaine comme ça. Puis il y a d'autres exemples beaucoup plus complexes. Hein. On lit les mails et, vous savez, la plupart du temps, je ne sais pas vous, mais moi, les mails, je commence à en avoir ras-le-bol, parce que c'est les gens qui décident des priorités, pour moi. Ils disent si c'est urgent ou si c'est normal. Watson lit tous les mails et commence aussi à dire les priorités, parce que des fois, il y a des priorités, et puis des fois, ce n'est pas des priorités. Et donc, on est capable, par exemple, de comprendre un événement, une intention dans le mail. J'ai gagné un peu d'argent ce mois-ci, j'aimerais prendre un rendez-vous pour regarder les placements. Et il va préparer les rendez-vous, il va préparer les placements. Il va aussi aider le conseiller à prendre l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, on vend des produits bancaires, on a envie de faire de la banque assurance, mais les conseillers ne connaissent pas l'assurance. Donc, on a appris à Watson l'assurance, qui fait que le conseiller est capable d'avoir Watson comme étant un assistant. Et donc d'être capable de faire des choses qu'il ne savait pas faire. On a parlé de l'éducation, tout à l'heure on a parlé de l'éducation en Afrique, qui est un véritable sujet. On a lancé, on avait travaillé sur Watson très rapidement sur le sujet.
On était capable aux États-Unis, et on a commencé à le déployer un peu partout, de prédire l'échec scolaire. Parce qu'en fait, vous pouvez perdre si vous n'avez pas des bonnes bases au bon moment, 3 ans plus tard, vous pouvez être en échec scolaire parce qu'il vous a manqué une base. Donc on a regardé le passé, on a projeté le futur et on monitorait des étudiants en disant, tiens, là, ils sont en train de perdre une donnée qui fait que dans 3 ans, ils seront en échec scolaire, et donc vous leur apportiez l'éducation nécessaire. En Afrique, on a lancé Digital Africa, IBM Digital Africa Nation, et pour permettre à 25 millions d'Africains d'accéder aux technologies, d'apprendre la technologie du digital, du cloud, etc. Mais ce qu'on a mis aussi Watson, pour être capable de faire en sorte que le cours que les gens vont prendre, finalement, qui est un grand mock, hein, soit adapté à la personne, son cursus, comment il apprend, qu'est-ce qu'il devrait apprendre, et donc s'adapter à la personne. Donc on a finalement, pas un professeur, c'est pas un professeur, mais un conseiller sur l'éducation et sur la progression qui monitore ses progrès. Les call centers sont en train d'être révolutionnés aussi par Watson. On a beaucoup de projets sur ce sujet-là. Vous avez utilisé un call center récemment? Ouais, ça s'appelle un client center. Client center. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de client. Le center, je comprends, mais client, chaque fois que j'appelle, il y a un script. Les gens déroulent un script. Ils ont 2 minutes 30 pour m'évacuer vers le prochain interlocuteur qui a aussi un script. Et d'ailleurs, tout ce qu'on appelle leur KPI, leur mesure du succès, elle est basée sur la rapidité à laquelle ils ferment leur problème. Ils n'ont pas réglé le mien. Et d'ailleurs, on les a décentralisés, ces call centers, parce que finalement, c'était tellement scripté que le coût était la valeur humaine, et on les a. Mais l'objectif d'un call center, il est de remettre l'humain et de régler les problèmes. Donc à partir du moment où c'est scripté, l'intelligence artificielle est capable de le faire, aussi bien que l'homme, voire mieux. Et donc on est avec certains clients en train de retravailler sur un call center ou des call centers où l'être humain est là, il a l'empathie nécessaire, il a la connaissance, et puis la connaissance est apportée, parce que c'est des FAQ, hein, il suffit on lui apprend les FAQ. Hein. Il y a 1000 questions fréquentes et 1000 réponses fréquentes. Et bien, Watson est capable, on lui apprend à comprendre les questions, à comprendre les réponses. Et ce qui est très intéressant dans ces sujets-là, c'est qu'au début, vous avez 1000 questions et 1000 réponses, et à la fin, vous avez peut-être 1500 questions et 1500 réponses, où vous n'en avez plus que 40, parce que c'est un système qui est apprenant, je vous rappelle. On est passé de l'ère de la programmation à l'ère de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on met Watson en production, alors on apprend à la machine, on apprend à la machine, ça veut dire que ce n'est pas les informaticiens qui apprennent à Watson, vous n'introduirez jamais Watson dans votre entreprise via l'informatique, c'est vos experts qui apprendront à la machine votre métier, et derrière, vous l'utiliserez. Donc, au début, la performance, elle est comme ça, elle est bonne. Vous essayez de l'introduire au bon niveau, parce que si vous avez un taux d'échec dans les réponses, ce n'est pas bon. Et puis ensuite, vous allez voir, comme l'être humain, ça monte, ça monte, ça monte. Puis au bout d'un moment, il y a un plateau, parce que le corpus, les données ne sont pas suffisantes et il faut l'alimenter. Autre point, on a introduit Watson dans la cybercriminalité. On a des produits. Les attaques aujourd'hui sont extrêmement sournoises, bien évidemment, et ils sont plus nombreux que nous pour nous piquer notre argent. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un de sécurité, mais il y a aujourd'hui, le chiffre chez IBM, c'est 10 milliards d'événements de sécurité par mois que nous gérons sur la planète. 10 milliards. Il y a des attaques qui sont extrêmement vicieuses, puisque vous pensez que c'est une petite attaque, une petite attaque, une petite attaque, mais les 3 coordonnées ensemble, si elles sont chez vous, sont prémonitoires d'une attaque massive. Et pourtant, vous ne le voyez pas parce que c'est juste pernicieux. Donc voilà, on a besoin d'une puissance de corrélation qui est extrêmement puissante et on vient de le mettre dans des produits extrêmement standards. Alors, vous pensez que l'intelligence artificielle, c'est pour les grandes entreprises. Quelques exemples de start-up, notamment une en France qui a commencé à utiliser ça. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle MediaWen. Ils ont commencé sans nous, hein, parce que Watson, c'est sur le cloud au passage. C'est en freemium, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser Watson pour le tester. C'est pas simple, hein, mais c'est jouable. Hein. C'est juste, en jargon IBM, c'est des services. Il y a 32 services, vous y accédez. C'est gratuit, tant que vous ne faites pas du commerce, ce qui est sympa aussi. Et MediaWen était spécialisé dans une seule chose, qui était le sous-titrage pour les sourds et les malentendants d'émissions de télévision, par exemple. Et quand ils ont vu l'intelligence artificielle, ils ont dit c'est super, parce que ça nous permettrait de faire du quasi-temps réel. Et donc, ils ont commencé à faire joujou avec Watson. Au bout d'un moment, d'ailleurs, Watson ne répondait pas complètement à leur expérience. Sur un certain sujet, ce n'était pas assez précis. Ils ont appelé le laboratoire, on les a mis en contact avec notre recherche et développement.
Ils nous ont aidés d'ailleurs sur certains sujets à améliorer l'algorithme, qui est extrêmement important. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de traduire en quasi-simultané. Mais s'ils étaient capables de traduire en quasi-simultané pour transcrire, alors qu'il y a des speech-to-text, text-to-speech, ça veut dire qu'elle était capable aussi de traduire simultanément. Et si vous êtes capable de traduire simultanément, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir pour vous. Par exemple, celui des entreprises qui sont globales, où vous êtes français et vous voulez travailler en Chine, vous avez des documents, est-ce que vous allez apprendre à tout le monde à parler français, à parler chinois ou à parler anglais? Et donc la traduction simultanée des documents internes, etc., ce sont des nouveaux marchés. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la tournée de la planète. On leur ouvre quelques-uns de nos laboratoires et des clients qui ont ce genre de sujet. Voilà. Vous voyez comment une intelligence artificielle, enfin une nouvelle révolution intellectuelle, bouge d'une entreprise d'un sujet à un autre. Une autre start-up que j'ai rencontrée qui était aux États-Unis, qui s'appelle Ross, deux étudiants qui avaient accès à Watson et qui se sont dit, tiens, il y a un truc aux États-Unis où il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, c'est quoi? C'est les procès, c'est les avocats. Et bien évidemment, comme c'est hyper complexe, il y a toutes les jurisprudences, personne n'y comprend rien, donc il faut une armée d'avocats. Il faut une armée d'avocats juniors, puisque sur chaque cas, il faut aller, il y a un Google, l'équivalent d'un Google avec des mots-clés. Et je l'ai vu, la façon d'exprimer la requête est compliquée. Derrière, vous avez 10 000 documents. Et contrairement à nous, les 10 000 documents, il faut les lire pour être capable d'en extraire les jurisprudences sur des sujets bien précis, quoi. Et ils se sont dit, si on apprenait à Watson la jurisprudence et la loi de commerce américaine. Ils ont fait ça en 12 mois. Aujourd'hui, les 3 plus gros cabinets d'avocats américains utilisent Watson, ce qui permet aussi au passage d'avoir des avocats juniors qui font leur métier, qui n'ont pas de la recherche documentaire. Ils ont fait une levée de fonds avec le même VC qu'a fait Uber, etc. Voilà. Et aujourd'hui, ils embauchent quelques avocats, ils ont une armée d'avocats, bien évidemment, pour apprendre encore plus à Watson. Vous voyez à quelle vitesse l'adoption? J'ai des clients qui me disent « Ouais, mais c'est quoi? C'est long un projet Watson, c'est long un projet d'intelligence artificielle. » Je parle de Watson, mais vous pouvez le faire peut-être sur d'autres. Mais pendant qu'on en parle, d'autres le font. Et le temps qu'on en parle, d'autres le font. On a d'autres cas en France, vous verrez. On a des projets en ce moment, 3 mois pour discuter, trouver l'impact, c'est-à-dire quelle disruption ils veulent amener, c'est-à-dire une capacité nouvelle avec des besoins nouveaux. Donc c'est une connaissance métier et une compétence technologique, et ensemble on peut inventer quelque chose de nouveau. 3 mois pour en parler, 3 mois pour faire un pilote, c'est-à-dire quelque chose qui puisse fonctionner, 6 mois pour avoir un produit qui sera lancé, je pense, au 2e trimestre, un produit sur le marché. C'est extrêmement court. C'est extrêmement court. On va parler de l'intelligence artificielle, je suis sûr que vous avez plein de questions là-dessus. Ça apporte d'autres sujets, bien évidemment. On a le sujet de l'éthique, qui est important. Watson tourne sur le cloud parce qu'on ne peut pas faire tourner Watson autrement que sur le cloud, puisque la puissance informatique qu'il faut et qu'il va falloir pour être capable d'avoir un cerveau aussi colossal, je crois qu'aucun client ne sera capable de se le payer et de se le payer chez lui. Et en plus, si on le met sur le cloud, ça permet de le rendre accessible au plus grand nombre. Par contre, il y a aujourd'hui dans l'industrie des schismes, parce que, je ne sais pas vous, quand vous utilisez votre téléphone portable, moi c'est ma hantise aujourd'hui, vous avez filé toutes vos informations à des opérateurs. Pire, si on est connectés ensemble et que vous m'avez dans votre répertoire et que vous utilisez WhatsApp, je prends WhatsApp mais d'autres, vous avez donné mes coordonnées à WhatsApp. Vous ne m'avez jamais demandé mon avis. Alors je dis ça, mais moi j'ai fait pareil. Hein. J'ai 2500 contacts. Je me suis connecté sur WhatsApp, j'ai dit oui, installe, accepte, j'ai même pas lu, accepte, et en faisant ça, j'ai donné accès à tout mon répertoire à WhatsApp. Au passage, a été racheté quelques milliards, voire quelques dizaines de milliards, parce que, en fait, ce n'est pas la base de clients qui est intéressant. Base de clients, plus l'accès à votre répertoire, ça fait à peu près le tiers de la planète. Au passage, j'espère que vous les gérez bien, vos contacts, c'est des bons contacts avec un bon numéro de téléphone. Alors que notre hantise, quand on fait du marketing, c'est d'avoir les bons noms, les bonnes adresses, et on le fait gratuitement pour eux. Tout le sujet aujourd'hui va être sur la sécurisation. Moi, je suis persuadé que ce qui arrive dans le grand public, où on est un grand apprenti sorcier, dans nos entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement important et dont il faut avoir conscience. Par exemple, sur WhatsApp, on a donné, sur Watson, on a donné des principes sur l'intelligence artificielle qu'on va respecter et qu'on respecte, comme sur le cloud. Sur le cloud, il est sécurisé, il est crypté, il sera opéré par des Européens en Europe,
pour être sûr qu'on est dans la législation, et plus que la législation. Sur Watson et intelligence artificielle, on a des principes. Le principe, c'est inclusif, c'est transparent dans les algorithmes, et les données et les graphes intellectuels sont la propriété des clients. Aujourd'hui, quand vous utilisez un cloud, sachez que, moi j'ai regardé chez nos concurrents et chez nous, mais il y a des articles, l'article 4 chez certains, vous faites l'article 4, quand vous mettez vos données sur le cloud, même si vous les effacez, certains se réservent le droit de les garder. C'est vos données. Certains ont des graphes intellectuels qui sont mondiaux, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur leur cloud, sur leur intelligence artificielle, vous bénéficiez de leur cerveau, mais vous alimentez le cerveau. À la fin, ils savent ce que vous faites. Ils ont appris ce que vous faites. Vous pouvez partir, ils garderont ce que vous faites. Nous, on a décidé que nos clients, on ne voulait pas désintermédier nos clients. Mais c'est un véritable sujet. Et comme vous ne savez pas, enfin, nous ne savons pas dans quel doigt on met, où est-ce qu'on va, par définition, on a ce sujet-là. Donc, il est extrêmement important d'avoir ces débats-là et d'avoir conscience, aujourd'hui, Amazon pour ne pas les nommer, puisque vous les connaissez tous, mais enfin, Amazon est en train de désintermédier les compagnies aériennes qui faisaient le fret, parce qu'ils ont appris le métier, etc., etc. Donc, il y a des vrais sujets à faire. On fait l'industrie, on fait la sécurisation, mais voilà, on rentre dans des débats aujourd'hui qui sont extrêmement complexes. Certains sont d'une complexité sans borne, hein. Le capital intellectuel autour des données, c'est extrêmement difficile, mais c'est des vrais sujets qu'il faut savoir adresser aujourd'hui au-delà des usages. Digital, données, client experience, ce n'est pas trois informatiques différentes. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, il y a un peu un gâchis digital. On a l'informatique, on pense que c'est de côté. Le digital, on va y aller à fond. Et puis, les données, on ne sait pas encore trop ce qu'on fait. Moi, je vois beaucoup de clients aujourd'hui qui sont en train de bâtir trois informatiques. La réalité de ce que je vous ai montré, c'est que en fait, ce sont trois systèmes, pas d'informatique, mais trois systèmes qui s'auto-alimentent. La donnée alimente l'expérience client, qui va dans les systèmes d'information existants pour être capable de générer des process qui eux-mêmes ont besoin de données, etc. Donc il faut vraiment avoir une vue holistique, sinon vous allez avoir des super applications et de l'autre côté des super process, mais les deux ne vont pas fonctionner ensemble et c'est important. Voilà, je voudrais avant de vous passer la parole, je voudrais vous montrer un peu Watson à l'œuvre. Alors c'est un peu édulcoré, quoique. On a plein, on a Crédit Mutuel, on a des jouets aussi aujourd'hui qui sont cognitifs, c'est-à-dire on a aussi dans la médecine des jouets qui sont capables de parler, de répondre. Je voulais vous montrer un peu, on fait beaucoup d'acquisitions, comme vous le savez. On a essayé de mettre Watson dans les acquisitions, c'est comment on cible une entreprise. Et Watson est très bon à ça. Voilà une vidéo. Watson, I need help with acquisitions. Hello. How can I help you with mergers and acquisitions? Watson, show me companies with revenue between $25 million and $60 million pertaining to analytics. Let's see what I can find. I found 87 companies. Nice. Okay, so that's a good start. What do you think, Brian? But I was doing some homework, actually. I think we should pull in that Watson Strategy Group document. There's a lot of key concepts in there. Let's feed it to Watson. All right. Watson, please regard this as cognitive strategy. Watson, show me companies with revenue between $15 million and $60 million pertaining to cognitive strategy. Let's see what I can find. Yeah, this is nice. I found 112 companies. Now we're getting a lot in here. And we can see we're getting some connections too, I think. Watson, show me companies that are about analytics and cognitive strategy that are most similar to the companies named Wolfram Alpha and Kawasaki Robotics. I found 3 companies similar to the ones you specified. Beautiful. Well, let's see what we think of these. Dive a little deeper. Let's compare these things. Sure. Watson, show me a decision table. Here is a decision table that will enable you to compare companies side by side. Watson, place the companies named Wolfram Alpha and Kawasaki Robotics and Cognalytics and Raytheon BBN Technologies and Decisive Analytics in the decision table. Okay. Nice. Okay, but I think we need a little more than that. We need some other attributes. Watson, place the attributes named revenue and employees and corporate structure in the decision table. Okay. All right, so now we've got this side-by-side comparison. What do you think? Yeah, I think that's right. Watson, give me a suggestion. I have a suggestion. Je pense qu'on est tous impressionnés et fascinés. Je crois qu'il n'y a que 3 questions qui vont être possibles parce qu'on est un peu en retard sur le programme. Ouais. Donc on va commencer par la première question dans la salle.
Moi, j'en ai une en attendant. On n'a pas du tout parlé de l'écosystème français. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des forces et des faiblesses de cet écosystème? Moi, je pense qu'il y a énormément de forces en France. La première, c'est les mathématiciens. En tout cas, l'ancienne génération est très bonne et beaucoup, d'ailleurs, travaillent dans nos entreprises. Donc ça, c'est un premier lien. Il y a un bassin de techniques qui est extrêmement bon, qu'il faut maintenir. Donc tout ce qui est autour, par exemple, du plateau de Saclay, etc., ça va dans la bonne direction, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est le crédit d'impôt recherche, qui attire et qui permet aussi d'avoir de la recherche en France, la recherche d'entreprises françaises et la recherche aussi d'entreprises, je dirais, étrangères qui sont françaises. Par exemple, moi, en France, j'ai 700 chercheurs, dont 110 qui ont un PhD. Voilà. Et on est sur la donnée, et on est sur les corrélations, on est sur des sujets un peu complexes. Et c'est vrai que ça permet d'avoir ce bassin-là. Les startups, la French Tech, moi je pense que c'est un vrai succès. En tout cas, être capable d'avoir créé ça, il faut être capable de le transformer pour être sûr que les entreprises croissent en France et pas qu'aux États-Unis. Et puis après, on a un maillage de PME, PMI et de 440 qui est quand même assez impressionnant aussi. Donc si on fait la somme de tout ça, on est capable de le faire. En termes industriels, on a de l'intelligence artificielle aussi. Après, c'est la vision globale et la capacité à devenir grand. Question ? Bonjour, Thierry Delahaye, MyConnecting. Nous sommes des développeurs de compétences et de culture dans les langues, la bureautique et le digital. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est quelle est la finalité de mettre à disposition de tout le monde Watson si vous ne conservez pas les données? Si vous ne conservez pas les données qui sont utilisées pour... Excusez-moi, je n'ai pas entendu la première partie de la question. Quel est l'intérêt que vous avez à mettre Watson à disposition de tous si vous ne conservez pas les données lorsqu'on utilise Watson? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de l'IA avec l'émotion. Et donc, on ne peut pas ne pas vous poser la question de votre vision sur la destruction, ou là en tout cas l'impact de cette technologie sur l'emploi, et notamment si elle est capable finalement d'intégrer l'émotion. Ouais. La première question, elle est simple. Vous avez deux façons de valoriser. Moi, je pense que, pour répondre à la question précédente aussi, c'est on a besoin de créer un écosystème. Tant que c'est pas, il y en a certains qui vous donnent quelque chose de gratuit et qui récupèrent des données et en font des produits et le vendent à d'autres. C'est ce qu'on fait quand on regarde. Moi, quand je regarde mon budget marketing, il y a une grande partie qui est partie chez Google aujourd'hui, alors qu'avant, ça faisait du marketing. Donc, en fait, on a détourné la somme. Et ils l'ont parce qu'ils ont les données qu'on leur a données gratuitement. Si j'ai un écosystème qui développe autour de Watson, qui développe ses propres produits, ses propres solutions, quand ils sont dans le commerce, ça me rapporte des royalties, pour faire simple, ou un coût à la transaction, je suis dans un autre modèle. Donc j'apporte une nouvelle technologie qui est utilisée, et quand vous la commercialisez, je gagne de l'argent aussi. Donc vous êtes vraiment dans un autre modèle économique. Mais on décrète que la donnée est la vôtre. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est à quelle vitesse notre moteur d'intelligence artificielle peut croître. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on injecte aussi beaucoup d'argent, mais on a aussi de la co-innovation. C'est-à-dire qu'avec certains clients, on décide de développer un module, parce que c'est une course de vitesse, ils ont 12 mois d'avance sur tout le monde, et puis après, on peut le commercialiser. Donc on est très clair sur ce sujet-là. Après, l'intelligence artificielle et le travail, qui est un véritable enjeu pour tous. J'essaie de l'illustrer tout à l'heure avec le Crédit Mutuel, parce que chaque fois qu'on parle des banques, par exemple en ce moment, quand elles ferment, la seule banque qui a décidé de ne pas fermer ses agences, c'est celles qui ont essayé de prendre une nouvelle technologie pour changer la donne. Et la première chose qu'on voit, et je le vois dans la presse, etc., c'est une nouvelle technologie va nous piquer notre job. Alors oui, toute nouvelle technologie est disruptive. Et à titre individuel, peut changer le job que vous faites. Mais ces nouvelles technologies vont permettre de créer des nouvelles industries, des nouveaux métiers, mais aussi des choses nouvelles que nous pourrons faire, nous ne pouvons pas faire avant, voire donner accès à la connaissance à un plus grand nombre. Ce qui est quand même assez révolutionnaire. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui disent « mais tout ça va être automatisé, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour le faire ?» Mais oui, il y a certaines choses qui vont être automatisées et les gens vont devoir s'adapter. Après, c'est est-ce que vous voulez être une victime ou un acteur? Est-ce que vous voulez monter dans la chaîne de valeur ou pas?
mais vous allez, dans un call center, vous allez avoir des gens qui n'ont pas forcément de compétences à part celles d'empathie, de compréhension, etc. Et vous allez les alimenter avec de la connaissance. Donc on peut aussi revoir les côtés positifs du chose. Après, c'est un disrupteur, c'est un véritable disrupteur. Mais les exemples les plus flagrants qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de la création de valeur. Comment je change de manière drastique l'expérience client. Voilà, c'est... La question, c'est est-ce qu'il y aura autant d'emplois à forte compétence et de savoir, puisque ça sera dans la machine? Oui, alors ce que l'intelligence artificielle introduit, c'est que d'habitude, c'était les cols bleus qui étaient menacés par l'automatisation, la robotisation, etc. Et là, c'est nous, quoi. C'est nous. Moi, je pense que c'est assez fondamental. Enfin, quand on reprend les médecins, quand on prend l'éducation, enfin, si on veut être capable de savoir ce qui se passe et l'utiliser, moi, c'est un formidable moyen. C'est un moyen d'être meilleur, d'être plus rapide, etc. Si après, c'est de dire, je ne veux pas changer dans ce que je fais aujourd'hui, ce qui est souvent le cas, hein, on veut bien que la société transforme, que nos sociétés transforment, à partir du moment où ce n'est pas nous. Hein, là, on va avoir un problème. Donc c'est pour ça que je pense même que la notion d'apprentissage, hein, et nos écoles doivent nous apprendre à apprendre, plutôt que de nous apprendre, et puis après penser que pendant 40 ans, 50 ans, voilà, faites une grande école, mon fils ou ma fille, et derrière, tu seras employable toute ta vie. Et ces technologies, au passage, vont nous permettre d'apprendre des choses que nous ne savions pas faire. Moi, je suis plutôt optimiste si on le voit de côté positif. Si on est négation... J'ai les robots, enfin, après, il y a toujours le pour et le contre, d'ailleurs, on peut demander à Watson le pour et le contre, mais les pays qui ont aujourd'hui le plus d'ouvriers sont les pays qui ont le plus de robots. États-Unis, Allemagne, Corée du Sud et Chine. Tous les autres qui n'ont pas utilisé ces technologies, finalement, sont devenus non compétitifs avec une mauvaise qualité. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une association des deux. Et pourtant, les luthériens ont cassé leur machine robot, hein, leur machine-outil, en disant on n'en veut pas, ils nous piquent notre job. Donc, c'est comme toute nouvelle technologie, elle nous oblige à changer, mais il faut voir qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de faire qu'on ne savait pas faire autrement. On ne se pose pas cette question, on va être disrupté. Et à la vitesse à laquelle nous sommes disruptés aujourd'hui dans nos entreprises, c'est que la menace, elle peut venir de très loin et très rapidement. Un de vos clients, un de vos fournisseurs, un de vos collègues, vous n'avez qu'à voir les passerelles. Hein. Qui fait de la banque aujourd'hui? Quand vous avez un Orange qui rentre dans la banque, il y a 10 ans, personne n'imaginait qu'un telco allait faire ça. Un Alibaba qui rentre dans la banque, c'est peut-être aussi celui... Enfin, tout ça est lié à l'introduction de nouvelles technologies et de gens qui peuvent rentrer dans des secteurs de manière latérale. Et il faut être extrêmement parano là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est extrêmement gratifiant. On repense. On est capable de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc c'est une course de vitesse, une course d'adoption et une course à l'imagination. On parlait tout à l'heure des process. Je vais montrer, j'ai essayé d'illustrer peut-être maladroitement, mais il n'y avait pas de process pour inventer ce Watson chez nous. Hein. Au contraire, il y a des choses qui sont processées, il y a des choses où au contraire, c'est allez-y. On travaille beaucoup sur, quand on parle d'IBM, on se dit mais qu'est-ce que vous faites? C'est compliqué, mais ces projets-là sont en co-innovation la plupart du temps. Les premiers projets, quand on crée le marché, ils sont en co-innovation. Et franchement, on est avec des visionnaires d'un côté, et avec des technologues de l'autre, et on essaye de faire des ponts. Alors, il se trouve qu'on connaît assez bien les industries, parce que c'était ce qu'on a essayé de faire depuis longtemps, donc on est capable de créer des ponts. Et on a des clients qui aussi, on a tapé une appétence à la technologie. Mais si vous êtes dans une industrie, que vous n'avez aucune appétence pour la technologie, et que vous avez des gens qui ont de la technologie, mais qui ne comprennent pas quel est l'usage, alors vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Et après, il faut être capable d'avoir des choses qui soient suffisamment simples aussi, dans la même façon, pour consommer des services facilement. Et c'est sur ces deux axes qu'on travaille.